Donc, une fois tous les 15 jours, n'hésitez pas à parler de ce groupe à d'autres collègues, d'autres professionnels avec qui vous travaillez. Ça permet de faire connaître ce travail autour de la thérapie brève, autour des thérapies brèves. Et ça nous permet d'être nombreux à partager cette vision de l'accompagnement. Donc, faites connaître ce groupe à des collègues, à des professionnels. Il suffit qu'ils s'inscrivent dans le groupe et qu'ils remplissent le formulaire dans le groupe Facebook et comme ça, ils peuvent s'y inscrire. Voilà. Donc, on va démarrer. On est autour de la prescription de tâches. Euh, et la prescription de tâches, je vais partager avec vous mon écran. Et puis, c'est parti. Voilà. Et n'hésitez pas donc, si vous avez des questions, des points que vous voulez voir abordés, de le noter sur le côté. Dans le chat, vous avez une petite bulle avec des lignes ou une petite bulle bleue et ça permet d'écrire vos questions. Et comme ça, au moins, j'y réponds au fur et à mesure de la présentation. Alors, sur la prescription de tâches, c'est important pour moi la prescription de tâches parce que ça va être le travail qu'on va engager, qu'on va proposer à notre client au cours de l'entretien. C'est ce qui va être donné en fin de séance et qui va permettre de maintenir un lien avec lui au fur et à mesure du temps passé jusqu'à la séance suivante. Ça le met en travail. C'est un peu comme l'exercice qui va le mettre à revisiter, à réviser ce qui s'est passé pendant la séance, et ça maintient un lien avec le praticien, avec le thérapeute. Ce qui veut dire que ça pose la question de la conduite d'entretien à partir des différentes demandes que vos clients vont vous adresser. Il y a à la fois leur demande à eux, mais la demande des prescripteurs. Et les prescripteurs peuvent être des professionnels qui vont prescrire aussi le fait que ce patient-là vienne en séance. Mais ça peut être aussi une prescription de ce qu'on appelle les mandats en systémie. Ce sont des demandes cachées, peut-être non énoncées, qui vont faire que votre client va venir consulter aujourd'hui. Et le premier instant, quand vous le rencontrez, cette première rencontre va s'articuler autour de son symptôme, c'est-à-dire sa plainte, ce qui fait souffrance, ce qui fait problème pour lui dans son histoire. Pourquoi il est là aujourd'hui? Pourquoi il en vient aujourd'hui à consulter? C'est que quelque chose dysfonctionne, que quelque chose vient barrer sa fluidité d'être un être au monde. Et cette plainte-là, qu'il énonce avec ces mots, nous, il s'agit pour nous de la transformer en problème, c'est-à-dire d'interroger en quoi ça fait problème pour lui de présenter ce symptôme, en quoi ça fait problème pour lui de se sentir ralenti, en quoi ça fait problème pour lui d'avoir des troubles du sommeil, en quoi ça fait problème pour lui d'avoir comme symptôme l'énurésie, en quoi ça fait problème. C'est ça notre question centrale. Et, et je vous rappelle l'importance du travail autour de ces 5 R. C'est-à-dire que ça répond à la question pourquoi la thérapie? La thérapie, c'est quoi la thérapie? Ça vient faire quoi? Ça permet quoi? Et pour moi, ça doit permettre la thérapie qu'il existe une différence au niveau de ces 5 R, c'est-à-dire de ces 5 rapports ou de ces 5 relations que le patient entretient avec lui, la relation au soi. Quelle est la relation qu'il établit avec lui-même? Mais ça peut être aussi quelle est la relation qu'il établit avec les autres, avec ceux qui l'entourent, sa famille, ses amis, son couple. Quelle est la relation qu'il entretient avec le monde, c'est-à-dire avec l'environnement au sens large, avec le sociétal, mais quelle est la relation qu'il entretient avec plus grand que lui?
c'est-à-dire la question du transpersonnel. Mais ça pourrait être aussi, en fonction de ses croyances, quelle relation il entretient avec avant lui. Et on peut l'envisager ou dans le champ, là aussi, du transpersonnel, de la vie avant cette incarnation, mais on peut aussi l'envisager comme le transgénérationnel, ce qui le précède et qui pourtant le fonde. Et pour moi, dans le travail de l'accompagnement en thérapie, il s'agit de permettre d'installer à travers le travail de l'accompagnement, et les tâches vont permettre aussi cela, d'installer une différence significative entre l'état des lieux qu'on pourrait poser, un peu comme dans l'immobilier, on fait un état des lieux de l'appartement au départ et on fait un état des lieux en fin de location, et là ce serait en fin de thérapie. Est-ce qu'il y a une différence significative par rapport à ces 5 rapports ou ces 5 types de relations? Si le patient vient consulter parce il présente un symptôme, une souffrance qui le concerne lui, c'est dans la relation à soi. Si ça peut être dans la façon dont il perçoit son corps, l'insatisfaction dans sa façon de percevoir le corps, son corps tel qu'il est. Ce sera dans la relation à soi. À la fin du travail thérapeutique, il faudra qu'il y ait une différence significative au niveau de la relation à soi. Si c'est dans son couple ou dans son lien avec les autres, parce que il ne s'y retrouve pas, il ne trouve pas sa place dans son lien avec les autres, ou si c'est dans le lien avec la société, il a du mal à trouver sa place dans la société, à s'inscrire dans des relations sociales, alors il faudra qu'au cours du travail thérapeutique, on observe une différence significative entre le début et la fin Amen. de la séance au niveau des relations Merci beaucoup. sociales. Pensez à éteindre votre micro. Vous êtes arrivé dans le groupe, je crois que c'est Odile, et vous avez ouvert votre micro. Il faut que vous coupiez votre micro, sinon vous… Voilà. La thérapie, le travail, je dirais qu'il y a eu thérapie s'il y a une différence au niveau d'un ou plusieurs de ces 5 R. Ça va interroger aussi le travail thérapeutique pour moi, les 3 positions. C'est-à-dire quelle est sa motivation. Les 3 positions, c'est les positions de visiteur, plaignant ou acheteur. Visiteur, c'est le client qui vient et qui n'a pas de problème. Pour lui, il n'y a pas de problème. Il n'a pas de besoin de solution. Il vient peut-être parce qu'on lui a parlé du travail que vous faites, mais il n'y a pas de demande spécifique, il n'y a pas de souffrance qui conduit à cette consultation. Plaignant, c'est le fait que le client qui vient, il vient parce que le problème, c'est l'autre qui le vit. L'autre souffre de quelque chose et s'en plaint. Et parce que cet autre souffre de quelque chose, alors il propose au client de venir consulter. Ça, c'est la position de plaignant. Sa motivation, de fait, est un petit peu plus forte que celle de visiteur, parce que le visiteur ne demande rien, il a atterri presque là en consultation par hasard ou pour découvrir, alors que le plaignant, il vient consulter parce que l'autre l'a conduit à consulter, l'a poussé à consulter. Et enfin, vous avez la position d'acheteur qui est une position où le client lui-même souffre de ce dont il est venu se plaindre, c'est-à-dire son symptôme, et ce problème est un problème à résoudre. Et ce problème, il le situe à l'intérieur de lui. Il considère que lui seul est à travailler sur cette problématique-là. À ce moment-là, son niveau de motivation est très élevé. J'aime à revenir avec vous sur le fait que dans le travail de la thérapie et ce qui fait le succès de la thérapie, pour 40%, c'est lié au client. C'est la motivation du client, c'est la
capacité du client à faire des liens, à associer en séance. C'est la capacité du client aussi à s'engager dans le travail d'accompagnement. C'est la capacité du client aussi à tenir compte de ce qui lui est proposé et à s'engager à mettre en place des changements dans le quotidien. Les prescriptions de tâches pourront jouer là-dessus. Un autre facteur important du succès en thérapie, c'est la relation que le client établit avec le praticien, que le praticien établit avec le client. Ce qui nous amène au fait que si la relation est une relation de qualité, alors la thérapie ira vers une issue plus favorable. Et pour que la relation soit de qualité, la prescription de tâches va nous aider. Parce que la prescription de tâches va maintenir ce lien entre le client et le praticien en dehors des séances. Et la prescription de tâches va pousser du côté aussi du fait que ce qui s'est passé en séance se poursuivant à l'extérieur, alors le client est invité à mettre en place des changements précis. D'autres facteurs associés au succès en thérapie, c'est la question de l'espoir ou du placebo. Il y a toujours une part de magie ou de placebo dans le travail et la technique est importante à 15%. C'est dire combien soigner la relation, combien soigner le sentiment d'efficience que le client a par rapport à lui-même, le sentiment d'estime de soi que le client peut s'apporter, l'image que le client a de lui-même. Si on travaille sur la relation, l'image que le client a de lui, l'estime que le client a de lui, son sentiment d'efficience, alors on se retrouve à plus de 70% de chances pour que le changement se produise. Alors que bon nombre de thérapeutes insistent sur la place de la technique, vont déployer tout un ensemble de techniques, ce n'est pas à cet endroit que les choses peuvent changer. Le point central, c'est la présence du thérapeute, d'un thérapeute engagé, non pas d'un thérapeute en bordure qui regarde le fil des séances se dérouler, qui laisse son client associé librement, mais qui invite au contraire par son engagement lui-même, qui invite son client à s'engager dans ce qui lui arrive, à s'engager dans sa problématique, à s'engager autour de son symptôme afin que quelque chose se transforme. Et pour cela, ça nécessite que le thérapeute lui-même soit engagé, engagé avec son corps, engagé dans ses propositions, engagé par les tâches qu'il va proposer. Je reprends rapidement avec vous ce modèle que j'ai construit sur l'intervention en vous disant que ce qui est central, c'est notre modèle théorique, ce qui nous détermine. Pour moi, c'est le modèle de la thérapie solutionniste expérientielle, c'est-à-dire la façon dont je pense le changement, la façon dont je pense la pathologie, la façon dont j'imagine et je pense la thérapie. Parce que c'est ça qui va déterminer mon dispositif, ce qu'on appelle le cadre, c'est-à-dire le lieu dans lequel je reçois, l'organisation, la fréquence des séances, le dispositif, est-ce qu'on travaille allongé, est-ce qu'on travaille debout, quelle est la récurrence des séances. Ça va déterminer aussi comment je vais recueillir les informations, quel est l'entretien que je propose. Mon entretien doit être cohérent avec mon modèle de pensée, avec comment je pense la pathologie, avec comment je pense le changement. Ce qui fait qu'ensuite, je vais structurer mes informations. Dans le modèle qui est le mien, l'entretien est un entretien solutionniste expérientiel parce que je souhaite non pas faire une anamnèse et recueillir des infos sur le passé, puisque je ne pense pas qu'on change en comprenant le passé, je pense qu'on change en vivant dans son corps une expérience sensorielle différente, en s'offrant l'expérience d'autres sensations, en bougeant son corps, en mobilisant sa gestuelle, ce qui produit des changements au niveau de la neurobiologie
mais des changements de fait au niveau psychique aussi. Et comment je vais noter? Je vais noter, on s'en est parlé la dernière fois, avec un index de computation élargi. Je vais noter en mapping les informations que j'obtiens, ce qui va m'aider à poser un diagnostic. Et là encore, quel diagnostic? Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le diagnostic processuel, c'est-à-dire de repérer ce qu'il fait mon patient quand il fait ce qu'il fait. Comment il s'y prend pour faire ce qu'il fait quand il fait ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il sent quand il sent ce qu'il sent? Et arrive quand mon diagnostic est posé, que j'ai pu repérer le processus du client, c'est-à-dire son ADN, ce qu'il fonde, ce qui est central chez lui, et non pas tout ce qui est autour, tout le blabla, toutes les séquences. Non, j'essaye pour voir si ça marche en haut. Non, non. Odile, il faut que vous gardiez votre micro éteint parce qu'on entend votre vie personnelle, à moins que vous vouliez qu'on vous prenne comme cas clinique, et ça peut être le cas, si vous avez. Donc, à partir du diagnostic du processus, je vais mettre en place une stratégie. Et c'est à ce moment-là que je vais commencer à réfléchir aux tâches que je vais pouvoir prescrire pendant la séance, mais aussi aux techniques d'intervention que je vais proposer à mon patient. Puis, je mets en place l'intervention pendant la séance. Et ensuite, j'évalue ce qui s'est passé. Et dans évaluer ce qui s'est passé, on arrive à l'importance de devoir ajuster ou stabiliser ce qui s'est passé. Ajuster, c'est modifier ce qui se passe en séance. C'est proposer une autre intervention pendant la séance afin de faire que le changement continue de se produire et se produise davantage. Et stabiliser, ça va être le point central qui pour nous s'appuie sur la prescription de tâches en thérapie brève. Vous voyez, dans le cadre de la thérapie solutionniste expérientielle, je pars de l'idée que l'espace illimité, l'espace du plein potentiel est déjà là présent chez notre client. Notre patient vit et possède en lui tout ce qu'il souhaite vivre et tout ce qu'il souhaite expériencier, c'est déjà présent. Ça, c'est un point central dans la thérapie solutionniste expérientielle. Ce qui fait que mon travail va être d'expanser l'espace réalisé, d'expanser ce plein potentiel qui le caractérise, de lui permettre d'accéder à ce qu'il souhaite demain, mais qui est déjà là présent en lui. Et comment je vais faire cela? La prescription de tâches va m'aider. La prescription de tâches ne va pas nécessairement jouer sur baisser l'espace limité, baisser les problématiques, baisser les symptômes, baisser les comportements inefficients. La prescription de tâches va plutôt être du côté de expanser ce qu'il fait déjà et expanser les exceptions, c'est-à-dire ce qu'il a déjà réussi précédemment. Faire s'amplifier l'estime qu'il a de lui, faire s'amplifier, s'améliorer, se transformer, se déployer l'image qu'il a de lui-même. Faire s'expanser les comportements qu'il possède en lui quand il fonctionne bien, plutôt que de restreindre par des tâches des comportements qui aujourd'hui le limitent. Vivre la solution, thérapie solutionniste expérientielle, vivre la solution, c'est ça qu'on propose à notre client. C'est de la vivre maintenant, cette solution. Et comment la vivre? En mettant en œuvre, en acte, des actions. La prescription de tâches, pour moi, est une mise en acte, c'est un passage à l'acte. On lui propose de passer à l'acte. Et si on reprend les trois fondamentaux de l'accompagnement, on retrouve cette idée de l'importance de créer une alliance de qualité avec notre client, puisque on l'a vu, la qualité de la relation est un point central du succès en thérapie. Donc, ça pose la question de comment vous établissez l'alliance. Et au-delà de la synchronisation dont on parle souvent, ça va être comment vous vous engagez pour moi. Comment vous vous engagez à travers le partage que vous faites de votre intime.
Comment vous vous engagez à travers la mobilisation de votre corps? Comment vous vous engagez à travers les techniques que vous lui proposez d'expériencer ici et maintenant pendant la séance et dans lesquelles votre corps est impliqué et engagé? Un des fondamentaux va être aussi le fixer des objectifs, déterminer des objectifs et déterminer des objectifs adéquats, c'est-à-dire des objectifs écologiques, des objectifs qui, qui viennent nourrir un changement petit au départ, mais accessible. Et parce que ce petit pas va être réalisé, à ce moment-là, un fondamental du travail dans l'accompagnement, ça va être de mobiliser le changement, puis de stabiliser le changement. Mobiliser le changement, pour moi, c'est le vivre pendant la séance. Donc, je propose à mon client des tâches à l'intérieur d'une séance. Je lui propose maintenant de faire quelque chose. C'est le cœur de la thérapie solutionniste expérientielle, c'est de vivre maintenant en séance ce que le client veut vivre. Ça, c'est une tâche. Et ça nécessite pour vous un engagement fort parce que ça veut dire que vous devez vous sur ce qu'il peut faire bien et promouvoir un dispositif, promouvoir par votre langage, un langage qui est orienté sur ça fonctionne maintenant. Vous le possédez déjà en vous. Et on lui propose par une tâche en séance, une pratique, des techniques en séance, de le vivre ici et maintenant. Et on va lui proposer ensuite, à l'issue de la séance, de le vivre à nouveau, de le répéter dans un temps ultérieur quand vous ne serez plus présent et quand le patient, par contre, gardera la trace de votre présence, le marquage de cette rencontre qui s'est produite avec vous. Donc, on est bien autour de l'importance de stabiliser. Stabiliser, les tâches permettent de stabiliser, de renforcer ou de réorienter le travail. Stabiliser parce que ce qui s'est fait en séance a été signifiant, ce qui a été vécu dans sa corporalité, dans sa gestualité, ce qui a été vécu et qui est le moteur du changement pour moi, on va lui proposer de le répéter, de le répéter, de le répéter encore. C'est pour ça que très souvent, je propose des tâches autour de la sensation et des sensations qui ont été rencontrées pendant la séance, ces sensations rencontrées pendant la séance qui ont été transformatrices pour lui, qui sont venues nourrir le processus de changement. Mais il faut ensuite renforcer cela, parce que le vivre une seule fois ne suffit pas. Il faut qu'il y ait de la stabilité émotionnelle, une stabilité comportementale. Il faut que son train de pensée, les pensées, son schéma de pensée deviennent de plus en plus stables, c'est-à-dire celui qu'il souhaite vivre, avoir, comment il souhaite penser, comment il souhaite ressentir, comment il souhaite se comporter. Il faut stabiliser cela et ça a été fait pendant la séance avec des tâches à l'intérieur de la séance, mais il faut renforcer ces différents systèmes à l'extérieur de la séance ou réorienter si ce n'était pas juste ce qui s'est passé. Alors, pour maintenir le changement, c'est là que les tâches arrivent, c'est-à-dire qu'on va prescrire des tâches ou des rituels. Les tâches, ce sont des actions à mettre en place. Et elles peuvent être de plusieurs types, on va le voir, et elles peuvent toucher plusieurs domaines. Les rituels, ce sont comme des tâches, mais les rituels sont inscrits dans un égrégore, sont inscrits dans du sociétal, dans du culturel. Ça veut dire qu'elles sont partagées avec d'autres hommes, peut-être dans d'autres sociétés, au cours de l'histoire. Les rituels sont des rituels, par exemple le baptême, la circoncision, la purification, sont des rituels qui existent dans des groupes et ces groupes vont exercer ces rituels de façon toujours similaire. Ça a été structuré, alors que les tâches que l'on va proposer pendant une séance, pour une séance, après une séance, ces tâches vont être construites pour le client à un moment donné.
et spécifiquement pour ce client. Quand on propose des rituels, ça fait partie aussi de techniques pour maintenir le changement. Le rituel est une tâche qui va être réalisée, mais cette tâche, d'autres l'ont réalisée avant. Ce qui relie votre client à du sociétal, à tout un groupe, et il en sent cette densité. Il ne fait pas ça uniquement pour lui, il fait ça comme d'autres avant l'ont fait, comme d'autres après le feront. Il y a quelque chose, vous voyez, de la filiation, de la transmission qui est là. Il y a prescrire des tâches et des rituels, mais il y a aussi la nécessité d'apprendre à vos clients à rechuter. C'est-à-dire que ça fait partie du travail du maintien du changement, c'est d'indiquer à vos clients que des changements, ils viennent de les vivre en séance, que vous leur proposez des tâches pour demain continuer ce travail de changement, continuer et permettre que ce travail de changement continue de se produire. Mais c'est aussi leur apprendre ou les aider à prépenser que s'il y a un moment, ils en revenaient à des comportements précédents qui étaient pour eux dysfonctionnels et qu'ils ne souhaitaient plus vivre, si à un moment leurs symptômes se présentaient à nouveau, alors il faut qu'on puisse travailler et prescrire des choses et travailler en séance avec notre client afin d'envisager quelle est la réponse pertinente qu'il pourrait proposer à ce qu'on peut appeler cette rechute, c'est-à-dire à la survenue du symptôme. Si on zoome maintenant spécifiquement sur les caractéristiques des tâches, vos tâches doivent être spécifiques. C'est-à-dire que les tâches ne peuvent pas être des tâches globales de aller faire un massage, aller vous offrir un bouquet de fleurs, faites-vous un cadeau parce que vous avez une mauvaise estime de vous, allez vous promener dans la nature. Ça, ce sont des tâches globales qu'on pourrait prescrire à tous les clients. Vos tâches, elles doivent être spécifiques. Spécifiques, elles doivent être précises, elles doivent être construites et elles doivent être uniques pour ce client-là. C'est un peu comme si aucun autre client ne pouvait avoir cette tâche. Les tâches, pour moi, elles doivent être du sur-mesure. Si vous faites une tâche globale, ça ne permettra pas de toucher suffisamment le processus. Et en plus, les tâches globales sont souvent pas réalisées par le client parce que la tâche prescrite, quand il s'agit d'une tâche globale, la tâche prescrite est souvent une tâche qui ne tient pas compte du processus. C'est une tâche qui souvent vise le but. La personne est en difficulté pour la prise de parole en public. On lui dit, cette semaine, ce serait bien que vous preniez la parole en réunion dans votre équipe. Oui, mais le client est venu en vous disant, j'arrive pas à le faire. Le jour où il arrivera à prendre la parole en public, c'est que sa question de prise de parole en public sera plus un problème. La personne a une mauvaise estime d'elle, une mauvaise image du corps. On lui dit, allez vous faire un massage, ça vous fera du bien. Oui, mais ils peuvent choisir d'aller se faire masser que les gens qui ont une bonne image d'eux. S'ils ont une image très détériorée d'eux-mêmes, quand ils se retrouvent sur la table de massage, ils peuvent que sentir les mains de la personne qui fait le massage et combien elle va toucher des zones du corps qui sont des zones que cette personne n'aime pas. Donc, la prescription de tâches, quand on a une mauvaise image de son corps d'aller faire du massage, c'est une tâche complètement impossible au démarrage du travail. Le jour où la personne ira se faire masser et appréciera d'avoir été touchée par le corps d'un autre, à ce moment-là, on pourra dire que sa question se pose plus, qu'il y a eu une transformation au niveau de son rapport à soi, de sa relation à soi, c'est-à-dire la relation au corps. Et donc, il y aura eu thérapie, il y aura eu changement. De la même façon, la personne qui souhaiterait avoir une meilleure estime d'elle-même, de lui proposer de s'offrir des cadeaux,
D'abord, ça ne va pas faire augmenter l'estime qu'elle a d'elle, parce qu'elle va prendre des cadeaux et elle ne prendra pas nécessairement un cadeau qu'elle apprécie ou qui sera à la hauteur de qui elle est, mais de ce qu'elle pense être. Donc, elle s'offrira un petit cadeau. Et quand bien même elle s'offre ce petit cadeau, ce n'est pas parce qu'elle s'est offert un cadeau que ça veut dire que son estime d'elle a augmenté. Ce qui fait que son estime d'elle a augmenté, c'est que le jour où son estime d'elle a augmenté, son estime d'elle a augmenté. Donc, c'est l'estime d'elle qu'il faut augmenter, pas lui proposer de s'offrir quelque chose. Parce que souvent, s'offrir quelque chose va être l'occasion pour elle de dire « Oui, mais ça coûte trop cher. » Sous-entendu, je ne vaux pas le cadeau que j'ai vu qui m'intéresse. Donc, elle est en train de renforcer la faible estime d'elle plutôt que de l'augmenter. Les tâches, elles doivent être acceptées et achetées. Si vous proposez une tâche qui n'est pas réalisée, alors ça n'a aucun sens. Parce que le patient reviendra la fois suivante en disant « Oui, j'ai pas fait mon travail ». Et vous pouvez lui dire quoi s'il n'a pas fait son travail? Sanction, punition, c'est pas terrible, c'est pas grave. Mais si c'est pas grave qu'il n'ait pas fait son travail, quel était l'intérêt de lui prescrire une tâche? Donc, si vous prescrivez une tâche, il faut que vous soyez sûr que le patient va l'acheter, l'accepte et la réalisera. Les tâches, elles doivent être réalisées par votre client. C'est pour ça qu'elles doivent être à la hauteur de votre client. On en revient, si votre client est visiteur qui vient juste pour regarder comment ça se passe la séance, ou si votre client est plaignant, c'est-à-dire qu'on l'a poussé à venir consulter, ou si votre client est un client, c'est-à-dire qu'il considère que sa problématique n'est liée qu'à lui ou en grande partie, il n'y a que lui qui va pouvoir changer les choses, alors le niveau d'engagement n'est pas le même, ce qui veut dire que le type de tâche ne sera pas le même. Si vous avez un visiteur, il faut lui proposer d'observer ce qui se passe dans sa vie s'il a des questions. Si vous avez un plaignant, il vaut mieux lui proposer des tâches dans lesquelles l'interaction est présente. Quand il fait quelque chose, qu'il observe que quand il fait quelque chose, ça a une conséquence sur un autre, et c'est cet autre qui parle de ce qu'il fait souffrir. Et si vous avez un client, qui est acheteur, à ce moment-là, on peut lui proposer des tâches comportementales, on peut lui proposer des tâches ordaliques, etc. Les tâches, je vous ai dit, doivent être réalisées, sinon elles sont inutiles. Parce que la tâche, c'est ce qui maintient le lien avec le praticien, je vous ai dit, et c'est ce qui va faire qu'un changement va être soutenu. Et enfin, les tâches, elles doivent être appuyées sur le processus. Ça ne peut pas être des tâches qui visent le symptôme. Vous pissez au lit, ben ne pissez plus au lit. Vous pissez au lit, bon ben essayez de pisser un peu moins au lit. Vous fumez, baissez la quantité de cigarettes. Ça, c'est des tâches appuyées sur le symptôme. Nous, nos tâches doivent être appuyées sur le processus. Erickson propose à un enfant, comme tâche pour l'énurésie, de jouer au baseball. D'abord, c'est motivant pour l'enfant de jouer au baseball, là où il est sanctionné parce que tout le temps on lui dit il pisse au lit, c'est pas terrible, c'est pas bien, il n'est pas assez grand et tout ça. Là, on lui propose de jouer au baseball. Et quand il joue au baseball, alors cet enfant va apprendre, en tenant la batte de baseball et en observant la balle qui arrive, il va apprendre le contrôle musculaire. Il va apprendre la capacité, il va développer sa capacité d'attention. Et c'est ce dont l'enfant a besoin pour que quelque chose puisse changer au niveau de l'énurésie. Puisqu'au niveau de l'énurésie, la capacité d'attention de ce qui se passe au niveau de sa vessie, des déclencheurs, la capacité d'attention autour du contexte, de son état émotionnel, mais aussi sa compétence au niveau du contrôle sphinctérien, c'est-à-dire du contrôle musculaire, c'est ça qui est central. Quand Erickson propose de jouer au baseball, alors il propose une tâche qui est appuyée sur le processus. Et ça va nous intéresser. Dans les prescriptions de tâches, vous avez des tâches génériques. Ce sont des tâches globales. On propose aux patients d'observer, de noter, d'être attentif à.
Les tâches paradoxales, ce sont des tâches, la prescription de symptômes qui est là aussi, ce sont des tâches où on propose au patient quelque chose qui serait l'inverse de ce qu'il réalise d'habitude, ou quelque chose qui serait l'inverse de ce qu'il souhaiterait faire de façon naturelle. Là où quand il pisse au lit, on va lui proposer d'essayer d'arrêter de pisser au lit, une tâche paradoxale pourrait être de répéter le symptôme, c'est-à-dire de pisser au lit de façon volontaire une nuit sur deux. Ça, ce serait une prescription paradoxale. On lui propose de faire ce que lui voudrait essayer de ne plus faire. Ça s'appelle une prescription de symptômes aussi. Une prescription paradoxale, ce serait à chaque fois que je suis angoissé, j'essaye de me rassurer. À chaque fois que vous êtes angoissé, alors angoissez-vous encore plus. C'est une technique de thérapie brève qui s'appelle le pire du pire. Et donc, on peut prescrire à notre client le pire du pire, de faire le pire du pire. Il y a une autre tâche qui s'appelle les tâches ordaliques. Les tâches ordaliques, c'est des tâches plus coûteuses que le symptôme. Et quand on prescrit des tâches ordaliques, ça nécessite que notre client soit très engagé. La tâche ordalique va être à chaque fois que vous vous réveillez la nuit, parce que vous faites des insomnies, si vous ne vous rendormez pas dans les 10 minutes, à ce moment-là, vous allez dans votre salle de bain et vous nettoyez tous les carreaux de la douche avec une brosse à dents. La tâche est plus coûteuse que le symptôme. C'est ce qui amène notre client à ce moment-là à devoir comme faire un choix, vous créez de la tension au niveau du système interne et la nécessité de faire un choix entre où je reste dans mon lit et j'envisage que peut-être je dors pas mais c'est OK, ou si je suis dans mon lit et que ça me pose souci, alors je me lève et au moins je fais une tâche pertinente, c'est-à-dire je nettoie la salle de bain avec la brosse à dents. Mais c'est très coûteux. Donc, c'est comme si on demandait un choix central à notre client. Je vous donne quelques exemples là de tâches. Dans les tâches génériques, je vous ai dit, il s'agit de proposer, c'est pour des clients qui sont des visiteurs ou des plaignants. C'est pour des clients nouveaux qui sont encore peu engagés dans le travail. Des tâches aisées à proposer, ça va être de noter, d'observer. Une tâche générique, mais qui est plus engagée, va être de vivre la sensation pertinente qui a été vécue pendant la séance pour moi. Quand je fais le travail avec la thérapie mosaïque, je propose souvent que la sensation désirée qui a été vécue, qui a été travaillée avec les stimulations bilatérales alternées, je propose que cette sensation soit reproduite hors de la séance. Et toujours, quand on prescrit quelque chose, ça doit se faire indépendamment du symptôme. Si je faisais le choix d'une tâche comportementale et que je proposais à mon client de faire le contraire de ce qu'il fait, d'habitude, quand il doit prendre la parole en public, il se sent en difficulté de prendre la parole en public face à un grand groupe. Si mon acheteur, si c'est un plaignant, mais que vraiment il est engagé, il souhaite que ça change, à ce moment-là, je peux lui proposer une tâche comportementale. Et la tâche comportementale, faire le contraire, c'est-à-dire prendre la parole en public, pourrait être pertinente. Mais comment je vais faire? Je ne vais pas lui proposer de prendre la parole en public dans un staff, dans un groupe, dans son équipe, devant son équipe. Je vais lui proposer de prendre la parole en public en étant dans un grand public, c'est-à-dire au supermarché. Mais il va me dire, mais je ne peux pas faire. En supermarché, c'est encore pire si je dois prendre la parole devant tout le monde. Non, 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 mais ce que je vous propose, c'est d'aller au rayon des pâtes.
Et à l'endroit où vous hésitez entre des pâtes spaghetti ou des farfales, votre travail, c'est juste de vous dire dans votre tête, je ne sais pas si je préfère les spaghettis, est-ce que c'est mieux de prendre des spaghettis, est-ce que c'est mieux des farfales ou est-ce que je prends plutôt des gnocchis pour ce soir, mais de le dire dans votre tête. Ainsi, vous aurez pris la parole silencieusement face à du public. Ça, c'est une première tâche. On lui propose de faire le contraire de ce qu'il fait. En public, on garde l'idée du public, mais en même temps, on préserve le fait que c'est complexe pour lui de faire cela. Et puis, on pourra faire évoluer la prise de parole, c'est-à-dire qu'il pourrait prendre la parole en demandant à quelqu'un de lui passer un objet, en demandant un conseil à un acheteur à côté, si c'est mieux des pâtes comme ça ou plutôt cette marque pour faire un plat de pâtes, un plat de lasagne. Ça, ce sera un changement. Jusqu'à l'amener petit à petit à la tâche comportementale qui sera de faire la prise de parole en public face à son équipe. Mais ça, le jour où il le fera, c'est que le travail aura été réalisé. On peut leur proposer de faire plus pareil. Je vous l'ai dit, ce sont des tâches paradoxales, plus pareil. Vous ne prenez pas la parole en public. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est que la prochaine fois qu'on vous pose une question, quelque part, vous ne répondez pas. Quand bien même on vous pose une question. Vous allez dans la boulangerie, le vendeur va vous dire qu'est-ce que vous voulez? Vous regardez, vous ne répondez pas, puis vous répondez ensuite. Ça, c'est pour maintenir le fait, à des moments, j'ai un état émotionnel qui arrive et je ne peux pas prendre la parole en public, alors ça retient la prise de parole en public. Vous retenez. Si vous ne pouvez pas, retenez. Si vous ne pouvez pas, sortez de la boulangerie. Allez dans une boulangerie que vous ne connaissez pas ou peut-être vous n'irez plus jamais. Avancez-vous et quand la personne vous demande ce que vous voulez, si vous n'arrivez pas, c'est complexe, ou si vous sentez que ça déclenche cet état émotionnel dont vous avez parlé, de resserrement au niveau du plexus, à ce moment-là, vous sortez de la boulangerie sans rien dire. Donc là, vous voyez, c'est des tâches comportementales, mais très engagées par rapport à votre client. Donc, ça ne pourra pas être prescrit dès le début. Et puis, les tâches prédictives, c'est un autre exemple. On va prédire si le problème va se manifester ou pas. Si on reprend l'exemple de l'énurésie, on pourrait travailler avec des enfants en leur disant ce qu'il faut ce soir, et tous les soirs tu vas faire ça, on va faire un agenda, tous les soirs tu vas prédire si tu vas pisser au lit cette nuit ou pas. C'est un peu comme si tu pariais. Je parie que je vais pisser au lit cette nuit, je parie que je ne vais pas pisser. Si l'enfant, et là on rentre dans le jeu, et là on rentre dans le changement systémique d'une séquence. Si l'enfant dit je pisse au lit et qu'il pisse au lit, il a gagné. On le complimente. Les parents le complimentent. Si l'enfant dit je pisse au lit et qu'il pisse pas au lit, les parents le réprimandent. Si l'enfant dit je pisse pas au lit et qu'il pisse pas au lit, il est complimenté. S'il dit je pisse pas au lit et qu'il pisse au lit, il est réprimandé. L'intérêt de ça, c'est de jouer sur le système avec le système parental. Donc, vous voyez que les tâches, elles peuvent jouer sur le système. Mais l'intérêt aussi va être de faire qu'il va reprendre le contrôle en ayant des prédictions sur ce qui va se passer. Et donc, il va mobiliser différemment son psychisme, ce qui va amener des changements. Regardez, dans les tâches d'observation, observez comment vos enfants se débrouillent seuls lorsque vous n'intervenez pas. Ça, c'est observer quelque chose qui se passe. C'est des tâches faciles à faire. Ça peut être des tâches de type liste. Rechercher des ressources. Faites la liste de ce que vous faites pour vous détendre. Faites la liste de ce que vous faites ou de ce que vous sentez. Donc, ce serait une liste recherche de sensations. Faites la liste de ce que vous sentez quand vous êtes dans un moment confortable.
On pourrait être du côté des exceptions. Repérez ce que vous faites et qui vous aide à vous organiser. Repérez comment vous y prenez quand ça fonctionne. Ça, c'est des tâches d'exception. Mais on pourrait, donc ça, c'est facile à faire. Peut-être pas pour un client visiteur, mais repérer les fois où ça marche et comment il s'y prend pour que ça marche, ça lui demande d'observer et de repérer des réussites. Après, on peut lui proposer des tâches d'apprentissage. On peut lui dire, faites telle chose chaque jour. C'est-à-dire, allez, ouvrez les fenêtres le matin au réveil pendant 3 minutes et regardez par la fenêtre la lumière, le soleil ou le jardin. Ou tous les jours, mettez une musique que vous adorez pendant que vous buvez votre thé ou votre café. Ça, ce sont des tâches d'apprentissage. On lui propose de réaliser quelque chose. On pourrait proposer des tâches plus engagées, des défis. On lui propose de dépasser ses limites. Faites davantage cette chose-là ou faites quelque chose que vous n'avez jamais fait. Vous n'avez jamais osé faire une erreur ou vous ne voulez pas faire des erreurs. Allez, là, vous allez dans la boulangerie, vous rentrez dans la boulangerie et à la vendeuse, vous lui dites bonjour monsieur. Oh, pardon, bonjour madame. Ça, c'est tâche, défi, faire une erreur. Une patiente qui avait une mauvaise estime d'elle, qui se trouvait vraiment pas belle, vraiment pas intelligente et vraiment inintéressante. Et toujours, elle dépendait des autres, toujours soumise aux autres. Je lui ai fait une tâche avec prescription. J'ai fait je sous-signé, docteur Poupard certifie que madame, nanana, doit demander comment me trouvez-vous? Et cela à 50 personnes qu'elle ne connaît pas. Ça, c'était ma prescription de tâche. C'est une tâche très engagée, c'est une tâche de défi. La personne part dans la vie avec sa tâche. Deux choses. Ou elle va faire la tâche ou elle ne la fera pas. Moi, je vous ai dit que les tâches doivent être réalisées, sinon elles sont inutiles. Je suis sûr qu'en lui proposant cette tâche, ça va marcher. C'est une personne qui a une mauvaise estime d'elle, qui a une mauvaise image d'elle, elle se trouve trop grosse, pas très belle et vraiment pas intelligente. Alors qu'elle est très intelligente, qu'elle fonctionne très bien, qu'elle est très jolie et qu'elle n'a pas tant de kilos que ça. En lui demandant d'aller demander l'avis aux gens, comment me trouvez-vous, je suis sûr que c'est gagnant. Mais je lui demande de le faire à 50 personnes et à 50 personnes qu'elle ne connaît pas et qu'elle attrape au hasard dans la rue. En faisant ça, je suis sûr que c'est gagnant. Parce que si la personne fait sa tâche et qu'elle demande à 50 personnes, ce qui est très difficile, c'est héroïque de faire ça, alors ça voudra dire qu'elle a quand même confiance en elle. Et si elle demande à 50 personnes, on peut être quasiment sûr que au moins 40 personnes vont répondre en disant « Mais oui, vous êtes très belle, vous avez l'air sympathique, vous avez l'air joyeuse. » ou Donc, ça va être un feedback externe qui va lui confirmer que ses croyances sont erronées. Maintenant, si la patiente ne le fait pas et c'est une possibilité, je sais que je gagne aussi. Et c'est ce qui s'est passé. La patiente n'a pas fait sa tâche et quand elle revient, elle me dit j'ai pas fait la tâche. Et je dis mais comment c'est possible ça? Elle dit ben non, je l'ai pas fait, je voulais pas faire ça, je voyais pas l'intérêt, je ne l'ai pas fait. Et je dis mais c'est pas possible, c'est moi qui vous l'ai prescrit. Je suis quelqu'un de connu, je suis quelqu'un qui a beaucoup de compétences et vous, vous êtes capable de ne pas faire quelque chose que je vous prescris. Elle me dit, mais non, j'étais pas d'accord avec ça, je ne le fais pas. Alors, je lui dis bravo. Bravo parce que vous qui êtes une femme qui est soumise et qui dépend toujours de l'aval de l'autre, de la décision de l'autre et qui fait toujours ce que l'autre a décidé, vous voilà venant de refuser quelque chose qu'on vous propose. Elle me dit, bien oui, mais ça, j'étais pas OK. Ça me convenait pas. Alors, en plus, vous voyez, vous êtes capable de dire non à des choses qui vous ne conviennent pas, donc vous savez vous respecter. En faisant ça, elle est gagnante à plusieurs niveaux. Ça, c'est une tâche de défi, mais quand je prescris ce défi,
je suis sûr qu'au moins la deuxième partie, même si elle ne fait pas la tâche, fera que je pourrai la feedbacker en lui disant que ça fonctionne bien. Ensuite, vous avez d'autres tâches. Pour finir sur ça avec vous, des tâches non spécifiques, c'est-à-dire qui vont solliciter l'inconscient. Vous allez demander à l'inconscient de faire quelque chose. Donc ça pourrait être des tâches qui sont prescrites en hypnose. Ce serait comme des suggestions post-hypnotiques, une tâche qui va avoir une suggestion de tâche post-hypnotique qui se déploiera après l'hypnose. On peut faire des métaphores, c'est-à-dire trouver un dessin, trouver une photo, trouver un objet qui représente peut-être la solution à votre problème ou qui représente votre situation actuelle. Ça fait partie des tâches et ça peut être des tâches faciles à réaliser parce que c'est peu engageant, on ne demande pas aux gens de modifier les choses et pourtant, ils vont amener une première transformation parce que leur problématique, elle est transformée en objet. Et puis, je vous disais, on peut faire des tâches qui sont des rites, des rituels. Donc, on va lui proposer d'aller planter un arbre, d'aller faire un travail de purification sous une cascade, etc. Donc là, on rentre plus dans le champ du transpersonnel. On pourrait l'amener aussi dans le transpersonnel à aller visiter des musées, à aller se promener dans la nature, donc à se connecter à des œuvres d'art, à à lire des livres qui l'élèvent. Et puis, on peut proposer aussi des tâches créatives, c'est-à-dire en proposant de faire quelque chose de différent. Et faire quelque chose de différent, ça pourrait être des choses simples. D'ici la prochaine fois, empruntez un itinéraire qui n'est pas votre itinéraire habituel. Prenez des itinéraires différents pour vous rendre à votre boulot. Ça, c'est une tâche créative. Et si la personne réalise ça, vous voyez, on est du côté du processus, on est en train de lui dire qu'elle est capable de réaliser des changements. Là où elle se pensait toujours coincée dans son symptôme et il n'y avait qu'une seule solution, une seule voie et elle était contrainte de vivre son symptôme jusqu'à la fin de sa vie, il n'y a que le mariage où on est contraint de le vivre jusqu'à la fin de sa vie, parce qu'on sait qu'on se marie, on va vivre heureux, on aura beaucoup d'enfants. Mais par contre, les symptômes, on n'est pas obligé. Parce qu'on n'a jamais dit, jamais quelqu'un vous a dit, attention, si vous prenez le symptôme, quelqu'un peut-il dire quelque chose, décidez-vous de faire autrement, sinon vous avez votre symptôme jusqu'à la fin de votre vie. Jusqu'à tout jamais, vous aurez ce symptôme. Donc, le symptôme, on peut le lâcher. Pour le lâcher, il faut prendre des chemins créatifs, des chemins différents. Donc voilà rapidement ce que je voulais partager avec vous et peut-être regarder avec vous vos questions, les points que vous voulez peut-être préciser, explorer. On peut regarder ça ensemble. Quelle différence entre avant et plus grand avant? Dina disait quelle différence tout à l'heure dans les 4 R entre avant et plus grand. Avant, c'est tout ce qui est de l'ordre du transgénérationnel ou des vies antérieures, de ce qui nous précède avant notre arrivée. Et plus grand que soi, c'est la nature, le divin, tout ce qui est de l'ordre de la spiritualité, qui est au-delà de l'ego, qui est de l'ordre de l'être ou du au-delà. Magdeleine nous disait, en ce moment, je leur fais prendre des photos, ce que je note pendant la séance au tableau, il y a leurs mots, des prises de conscience, des outils à mettre en place pour amener au possible un fil conducteur et un fil conducteur au changement qui me semblerait être comme un rappel. Ça pourrait être pour stabiliser. Ça veut dire si vous prenez des photos, si vous laissez des traces, ça c'est ce qui est fait vient stabiliser le travail pendant la séance et vous pouvez bien sûr leur donner trace de ce qui s'est passé. Mais les traces photos de ce qui s'est passé seront des expériences figées, alors que le travail avec la sensation, ça va être quelque chose de vivant et qui va évoluer. Donc, les inviter à garder une trace de ce qui s'est passé pendant la séance, Magdeleine, en plus des photos que tu prends et que tu peux garder pendant la séance, ça pourrait être de se connecter à la sensation de ce qui s'est vécu pendant la séance et ça, à l'extérieur, de faire un dessin qui fait trace de ce qui s'est passé. Comme ça la met en travail et elle est obligée à l'extérieur, par exemple, de redessiner
ou de trouver des objets qui représentent le travail qui s'est réalisé pendant la séance. Il y avait Véronique qui dit: le silence ne permet-il pas aux patients de sentir, de se ressentir et donc de progresser, de s'engager? Oui, oui, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas quelle était l'idée, mais oui, le silence est important, je suis d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y avait beaucoup de questions sur plus grand que soi qui étaient amenées. Comment c'est le thérapeute qui fixe les objectifs? Non, c'est le client qui fixe les objectifs avec le thérapeute, c'est-à-dire on lui demande de déterminer son objectif, ce qu'il a envie de changer, mais c'est la plupart du temps nous qui prescrivons des tâches. On peut des fois demander au client entre plusieurs tâches, mais de lui demander lui-même de se prescrire une tâche, il faut être sûr que la tâche qu'il va se prescrire est une tâche petite, donc réalisable, qui est centrée sur le processus et que la tâche est pertinente pour le système. Peut-on avoir des exemples de Marcella nous dit, de sensations transformatives dans des cas concrets? En séance, un patient vit une expérience sensorielle importante. Il se dit, si on reprend la parole en public, quand je prends la parole en public, j'éprouve une sensation de restriction au niveau respiratoire. Lui proposer à ce moment-là qu'est-ce qu'il souhaiterait vivre à la place et de l'aider à travailler dans son corps, dans sa sensation, ce qu'il souhaiterait expériencier. Si votre patient vous dit, ce que je souhaiterais, c'est un état d'apaisement, quelque chose de plus fluide. Voilà, on a un geste et on a le mot fluide, apaisement, et on a ce geste. La prescription, je lui ferai travailler cela pendant la séance de différentes façons. Et après coup, après la séance, la tâche qui pourrait être faite, c'est de refaire ce geste. Juste de refaire ce geste. En dehors du moment où il y a le symptôme, en dehors de la prise de parole en public. Le matin, quand il se réveille, quand il a fini de se brosser les dents, voilà, de faire cela. Quand il est assis devant sa cheminée, le soir, voilà ce que je pourrais lui proposer de faire. Ça, c'est des tâches transformatrice parce que c'est la tâche qu'il souhaite et qui va modifier, qui va commencer à modifier le terrain anxieux ou le terrain relatif à une mauvaise image de soi ou à des croyances limitantes. Comment s'assurer que la tâche soit spécifique? Nous dit Mireille, parce qu'elle est centrée, parce que c'est le processus qui va t'indiquer ça, Mireille. Ça veut dire que tu sais que ce que tu proposes, c'est pour faire bouger un élément de son système. Il n'y a que lui qui est concerné par cet élément-là, pas un autre. Donc, il faudrait un cas, on pourrait observer un cas où on va avoir le processus tout à l'heure. Ce qui fait que c'est spécifique, c'est que je demande qu'elle puisse, la dame de tout à l'heure, qui a une mauvaise image d'elle, une mauvaise image de son corps, une mauvaise image de son psychisme, de son mental, et qui en plus se soumet toujours, ne sait pas dire non. La tâche spécifique, c'est d'aller demander comment me trouvez-vous. Pourquoi? Parce que je sais que si elle ne la fait pas, ce qui est quand même à 98% de possibilité, elle ne va pas faire la tâche, alors elle se sera opposée à moi. Et ça, c'est un moteur central, c'est que quand elle aura pu s'opposer à quelqu'un, alors c'est comme les jeux de dominos ou de sucre ou de cartes, on fait bouger une carte et hop, toutes les autres cartes ou tous les autres dominos vont bouger. Ça, c'est un exemple de tâche spécifique. Parce qu'en plus, en jouant sur s'opposer à l'autre, ça sous-entend qu'elle a de la valeur et qu'elle peut dire non. Et donc, le reste va être plus facile. L'image d'elle est… Une tâche ordalique, ça ne peut pas, Véronique nous dit, la tâche ordalique, est-ce que c'est une punition? Non, une tâche ordalique n'est pas une punition. Si la tâche ordalique, c'est de mettre
un état de tension interne. On propose des tâches ordaliques quand il n'y a plus vraiment d'issue, quand on a essayé beaucoup de choses. À un moment, c'est comme la thérapie provocatrice. On utilise la thérapie provocatrice quand on doit faire bouger fort le système. Ça veut dire qu'on a essayé plein de choses avant. La tâche ordalique, si c'est juste, vous dormez pas, bah, allez faire des lignes d'écriture où vous faites 45 pompes, ça n'a aucun sens. La tâche ordalique, elle doit être coûteuse parce que ce coût-là, en jouant sur le coût, en augmentant le coût de l'action, faire le nettoyage des carreaux avec la brosse à dents, c'est tellement coûteux et inintéressant que ce qui va se passer, c'est qu'à un moment, comme c'est fastidieux, la personne elle va dire ben, là, je suis resté, je dormais pas, je suis resté dans mon lit, mais je sentais peut-être que le sommeil arrivait. Et comme la personne reste dans son lit et n'est plus focus sur je dors pas, 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 alors peut-être que le sommeil va arriver. Si on, Eve dit, est-ce que si on prescrit le symptôme ou une tâche ordalique, alors le patient ne fera pas, il ne fera pas? Non, quand on prescrit le symptôme, on lui demande de le faire. Il peut ne pas le faire, mais s'il ne le fait pas, alors on a un autre élément qui est arrivé. Quand je dis tout à l'heure l'énurésie, on lui propose de pisser, ça pourrait être par exemple de pisser au lit. Une tâche prescription de symptômes, ce serait pisser au lit. Mais on met le dispositif en place, c'est-à-dire qu'on va dire aux parents et à l'enfant, voilà, ce que je te propose, ce que je vous propose, c'est que tous les soirs, puisque vous me dites votre enfant pisse au lit entre 11h et minuit, ben à 11h, vous allez frapper à la porte et vous dites à votre fils, tiens, Guillaume, c'est le moment de pisser au lit. Et toi, Guillaume, là, ben, tes parents, ils ferment la porte, ils attendent dans leur chambre et toi, tu dois pisser dans ton lit. Si tu pisses dans ton lit, les parents ensuite reviennent. Si tu pisses dans ton lit, ils vont te complimenter. Si tu n'as pas pissé dans ton lit, ils vont dire, mais quand même, tu dois faire un effort, pisse dans ton lit, etc. Parce que là, on veut bouger le système encore. Et il est possible, la tâche, elle va être faite. Mais ce qui est possible, c'est qu'il ne pisse pas dans son lit. Et s'il ne pisse pas dans son lit, c'est intéressant parce qu'on va lui dire, mais non, tu devais faire ça, fais-le. Et qu'est-ce qui va se passer s'il ne pisse pas dans son lit? On va lui proposer d'observer ce qui se passe. Et donc, il va observer qu'il y a le contrôle sphinctérien. Donc, on a gagné sur le contrôle sphinctérien. Parce que notre objet, c'est pas qu'il pisse au lit. Notre objet, c'est que quand il pisse au lit, on change le discours, il n'y ait plus les réprimandes. C'est autre chose qui s'enclenche aussi au niveau du système familial. Et que l'enfant ait du contrôle sphinctérien. Alors, Véronique dit exposition TCC. Oui, on propose en thérapie brève, on peut utiliser la technique d'exposition qui est fortement utilisée dans les thérapies cognitivo-comportementales, mais qui n'appartient pas aux thérapies cognitivo-comportementales. C'est le fait de proposer aux patients de vivre quelque chose. Alors, pour moi, dans le cadre de la TSE, qui souhaite vivre. Il y a Yvonne qui nous dit que proposerais-tu pour les acouphènes? Mais là encore, c'est pareil. Ce que je proposerais, ça dépend du processus du client. Donc, ça dépend de ce que j'ai compris de sa séquence et comment il s'y prend. Mais si dans des moments où il y a de l'anxiété, c'est à ce moment-là que les bruits arrivent, alors déjà, prescrire l'observation des bruits, quand est-ce que les bruits arrivent, ces acouphènes se manifestent, ça c'est une prescription de tâche. C'est la première et elle est intéressante parce que ça va vous donner la séquence. Quand est-ce que les acouphènes se manifestent? Et quand ils se manifestent, ensuite on pourrait leur proposer de repérer les caractéristiques des acouphènes, aigus, graves, intermittents, etc. Et après, autre chose pourrait être, si je reste sur la prescription de symptômes, ça pourrait être de prescrire des acouphènes. C'est-à-dire, je vous propose le matin d'entendre des sons. Et si vous ne les entendez pas, imaginez-les. Comme ça, il commence à avoir du contrôle sur le son. Et puis après, je pourrais même lui proposer, quand les acouphènes arrivent, vous diriez que c'est plutôt des acouphènes salsa, des acouphènes
Goa, Psytrance, plutôt rock'n'roll. C'est des acouphènes comment? C'est quoi la rythmicité de vos acouphènes? Plutôt jazz? C'est quoi la texture de vos acouphènes? Et à ce moment-là, on pourrait faire de la musicalité d'acouphènes plutôt que d'essayer de virer les acouphènes. Quand ils se présentent, ça fait tut, tut. Et ben, ça peut être, tiens, une nouvelle musique d'électro ou de Goa et il crée une musique interne, il fait une musique complémentaire à ses acouphènes. Rituel et rite, rituel c'est la pratique, le rite c'est l'ensemble des écrits qui ont été structurés, c'est ça Marcella. Mais nous c'est le rituel, pratique d'un rituel, voilà, on pourrait dire. Et là on a Sylvie qui était déjà intervenue, qui avait présenté un cas clinique de supervision autour de l'analyse transactionnelle. Sylvie, elle nous dit « Magali rougit dès qu'elle est mal à l'aise, quand je lui pose une question qu'elle se sent jugée. » C'est ce qu'elle dit, sa croyance. Cette capacité qu'elle a de se mettre rouge, de rougir, ne lui convient pas. Je suis tenté de mettre en situation de rouge en séance. Quelle tâche pourrait… Ben déjà de vivre, la tâche, ça pourrait être de vivre en séance. Ça pourrait être de lui dire, Magali, je vais vous dire quelque chose, vous risquez de vous sentir jugé, donc c'est possible de rougir. Et là, tu précèdes, ce serait de lui proposer une tâche de peut-être qu'elle va rougir. Puis après, je lui demanderai de rougir sur commande, ce qu'elle n'arriverait pas à faire. Donc, ça veut dire qu'elle arrive à contrôler son rougissement si elle n'arrive pas à rougir sur commande. Et après, quand elle rougit, je pourrais, si elle rougit, lui proposer comme tâche une tâche d'observation, voir comment elle rougit. Est-ce que ses oreilles sont rouges? Est-ce que derrière les oreilles, c'est rouge? Est-ce que le lobe de l'oreille est rouge? Est-ce que, par exemple, au niveau de la mâchoire, c'est rouge? Sous la mâchoire, c'est rouge. En fin de compte, d'observer des zones du visage où peut-être il n'y a pas la rougeur. Et donc, en faisant ça, ça l'oblige à se focuser sur un autre endroit que sur le rouge. Ce qui permet de choisir, de prescrire plutôt telle tâche ou telle tâche, je vous ai dit, c'est le type d'engagement du client. C'est est-ce qu'il est visiteur, est-ce qu'il est plaignant ou est-ce qu'il est acheteur, il est client. Ça va amener le changement. Et il faut que vous prescriviez des tâches quand vous évoquez symptômes ou ordaliques, etc. Il y a une graduation. Le moins d'engagement possible, le plus facile possible, vous proposez la tâche. Observer, noter, c'est le plus facile. Observer, noter sur un carnet, ça c'est plus difficile. C'est ça le travail qui peut être fait. Et Charles nous dit, et si la personne très forte, si c'est une personne très forte de caractère qui est débordée, et alors elle est débordée, Charles, et quoi? Elle est débordée, elle ne réalise pas la tâche ou elle ne réalise pas le rituel. Il faut que tu prévoies. Ça veut dire que si tu sais qu'elle ne l'a pas fait, alors tu dois prévoir. Si tu sais qu'elle ne va pas le faire, tu dois prévoir qu'elle ne le fera pas. Et si maintenant tu sais qu'elle risque de refuser, tu peux lui prescrire une tâche en lui disant, mais si vous pensez que ce n'est pas nécessaire de le faire, alors ne le faites pas, mais notez et pourquoi spécifiquement vous avez choisi de ne pas le faire. Comme ça, tu lui donnes la main. Elle veut prendre la main, elle est plus forte, c'est OK. Comment on fait accepter la tâche? Pour moi, la tâche, elle est facile à faire accepter parce que si vous proposez des tâches sensations, des tâches observation, on aura toujours un client qui est prêt à réaliser sa tâche parce que ce qu'il a vécu en séance était ressource. Ce qu'il a vécu en séance était significatif et était vraiment aidant, soutenant pour lui. Donc, refaire ce qu'il a fait qui a fonctionné, il peut que vous dire oui. Pour prescrire des tâches ordaliques ou prescrire des tâches de défi, ce que j'ai proposé pour cette jeune femme, ça nécessite que vous ayez de l'ascendant. Ça veut dire que vous preniez la main. Ça veut dire une bonne alliance.
pour des tâches très engagées, il faut que vous ayez une bonne alliance. Mais là encore, le point central que vous devez garder, c'est le processus. Et puis, on a… Mon patient ne sait pas pourquoi il ne fait pas les tâches. On a commencé ensemble, puis on a trouvé un outil pour faciliter l'exercice. OK, je ne sais pas quelle était cette tâche, Véronique, mais s'il ne fait pas les tâches, c'est que, je dirais, c'est que son thérapeute lui propose un travail qui est trop grand par rapport à où il en est aujourd'hui. Et ou alors, c'est que notre patient va dire, ben, je ne fais pas les tâches parce que je ne vois pas l'intérêt et j'ai besoin de comprendre. Donc, ça nous dit que c'est un patient qui a besoin de comprendre avant d'agir. Donc, là aussi, ça va être à travailler. Est-ce qu'il a besoin de comprendre ou pas? Ou je lui dis, ben là, je vous propose de ne pas comprendre et quand même de faire. Est-ce que la confiance est suffisante pour que vous puissiez faire? Je vous expliquerai après. Ou alors, on fait le choix d'expliquer pourquoi cela. Lister ses peurs, c'est ça qui était difficile à faire, c'est normal. Lister les peurs, c'est difficile s'il n'a pas de ressources avant, parce que de lister ses peurs, même s'il vient pour travailler sur ses peurs, ça va le confronter à quelque chose qui est désagréable, il va se réassocier, il sera associé à ses peurs. Il vaut mieux lister quand est-ce que les peurs arrivent, puisque quand elles arrivent, elles arrivent. Alors que si on lui demande de lister les peurs alors qu'elles ne sont pas là, il n'a pas envie de faire ça parce qu'il a peur de se créer ses peurs, de se faire revivre ses peurs. Bon, on arrive à la fin de notre séquence. Il y a encore peut-être une dernière question. Dina nous dit, une fois acheté, certains demandent de faire la tâche plusieurs fois par jour, notamment dans les circonstances, dans le principe. J'ai souvent envie de dire non. Tu as raison, Dina. Ça veut dire que la tâche, elle ne doit pas être nécessairement faite toute la journée. Il faut que ce soit petit et réussi. Et si on lui propose de le faire beaucoup, beaucoup, on est en train de confirmer qu'il y a de l'inquiétude ou qu'il y a vraiment un gros symptôme qui nécessite de déployer beaucoup de travail. Plus vous faites tout petit, moins ça veut dire que son symptôme est grave. Donc, vous augmentez la confiance qu'il a en lui que ça va pouvoir changer. Et puis, de refaire dans les circonstances où le problème apparaît, jamais. Jamais dans les circonstances où le problème apparaît. On doit toujours proposer des tâches centrées, pour moi, processus, sensation et ressources. Chaque fois qu'on nous propose de faire quelque chose qu'on aime, on le fait. Qui a envie de faire le lave-vaisselle? Et je vous dis ça parce que je crois que je vais devoir aller ranger le lave-vaisselle. C'est une tâche qu'on m'a laissée ce matin et je vous assure, je n'ai pas trop envie. Je ne l'ai pas acceptée, donc je pourrais peut-être la refuser, je ne sais pas. Mais alors que d'aller me promener dans le jardin ou de boire un bon thé, ça peut être pas mal. Voilà, parce que c'est une sensation plaisante. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Merci d'avoir été là avec nous. Merci à toi, Nadège, aussi pour l'organisation à chaque fois. Et puis, dans une quinzaine de jours, on se retrouve pour une supervision autour d'un cas clinique d'une jeune adolescente avec à l'appui un bilan clinique, un bilan de la sphère intellectuelle et aussi un Rorschach. Donc, j'analyserai le Rorschach de la jeune fille rapidement et aussi le bilan de la sphère intellectuelle. Et puis, on réfléchira sur ce cas clinique et ce qui pourrait être proposé comme travail. Et donc là, on aura aussi un exemple de prescription de tâches qu'on pourrait proposer, mais on appuie sur le processus. Voilà. Je vous remercie, je vous vois tous là. Merci pour merci pour votre présence et puis partagez à bientôt, partagez ce travail avec d'autres collègues pour faire connaître ce que nous faisons et ce qu'on diffuse tous ensemble autour des thérapies brèves. À bientôt. Merci à vous.